Je n'ai jamais parlé à une caméra de télé avant d'être en direct. Je n'ai fait aucune répétition l'après-midi. Je suis arrivé, ils m'ont filé un micro. J'ai été devant 4 millions de personnes. J'ai pas fait de répète. Et dans ce nouvel épisode de Charbon, toujours en collaboration avec French Tech Est et Grand Paris, je reçois Guillaume Pley, créateur de contenu, animateur radio, un petit peu télé, maintenant patron de médias aujourd'hui. Salut Guillaume, comment tu vas ? Mais bonjour Valentin, merci de m'inviter. Écoute, j'ai découvert Station F déjà, je suis hyper content de visiter et vous avez des très beaux bureaux, je suis content d'être là. Et on va alors, du coup, je te laisse l'idée, pardon, j'ai un peu l'habitude, t'as vu, je commence à prendre le temps. On échange un peu les rôles, mais moi ça me va. On le fait à deux, c'est aussi bien, hein, pour ceux qui nous écoutent aujourd'hui, c'est 2 fois plus de plaisir. Je suis ravi de t'avoir aujourd'hui. Ravi aussi, merci. On va parler de ton histoire, ton parcours, tes projets, là avec une grosse actu de ces dernières semaines. Tu vas nous raconter un peu la transition radio, télé, puis ensuite web. Ouais. Moi je suis ravi de t'avoir avec nous. Tu vas nous parler d'abord de toi et de tes origines. J'ai entendu que tu venais du Nord. Il y a eu un passage sur Montpellier, dans le Sud. Et là, on est sur Paris. Qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai déménagé 14 fois, donc ça peut durer l'heure de podcast, en fait, juste les déménagements. Non, en fait, je suis né au Havre. J'ai découvert, là, c'est marrant, dans le QG, je te le disais avant, c'est rigolo. Je viens d'un quartier au Havre. J'étais à l'école, j'étais en maternelle avec Medine, le rappeur, tu vois, rien à voir. Et j'étais on était vraiment dans le bâtiment d'en face, quoi. Et j'ai grandi là-bas 4 ans. Après, je suis parti. Mon père était directeur de supermarché, ma mère prof de français, donc rien à voir avec ce milieu. Et en fait, on a déménagé. Mon père reprenait les supermarchés, un peu en difficulté, et il était muté tous les 6 mois, 1 an max. Et donc, tu vois, dans Bordeaux, j'ai déménagé 6 fois, juste dans Bordeaux. Mes parents adorent déménager. C'est les seules personnes au monde qui aiment le déménagement. Voilà. Donc ce côté un peu bougeotte, il vient peut-être de là aussi ? Ouais, en tout cas, ce côté qui aime bien discuter avec les gens, ouais, je pense, parce que j'avais pas le choix, sinon j'étais seul à l'école, tu vois. Ouais. Quand tu déménages tout le temps, t'arrives, soit t'es tout seul, t'es toujours le nouveau, en fait. Partout où tu vas, parfois je suis resté 4 mois dans une école, 3 mois. Bon, bah, il y a un moment donné, soit t'es tout seul, soit t'es sympa, quoi. Et j'ai choisi l'autre solution. J'ai choisi d'aller discuter et puis de m'intéresser aux gens, et c'est peut-être de là que ça vient, mes passions pour les interviews, parce que je trouve ça, tu vois, c'est important, et c'est vrai que ça vient forcément quelque part dans l'enfance, hein. C'est intéressé aux gens, mais on va revenir justement, c'est intéressant parce que tu témoignes de ça, que c'est l'interview qui te parle le plus. L'animation c'est très cool, mais c'est l'interview que tu préfères. Tu vas nous expliquer ça. Première radio à 19 ans dans le Sud, radio étudiante. Ouais, non, en fait, ouais, je fais une école de radio. Je devais partir en école de commerce. Je vais partir en prépa et je visite le Corum, le forum des écoles de commerce à Montpellier avec mon père. Et il se trouve qu'il y avait un studio de radio qui avait rien à foutre là. C'était une école de radio qui s'était trompée de stand, quoi. Ça s'invente pas. Et en fait, Studio M s'appelait. Et je suis là, je visite les stands et tout. Et je dis, putain, c'est marrant, Studio de radio et tout, c'est rigolo. Le mec me fait parler, quoi, tu vois, dans le truc et tout. Je dis, putain, c'est marrant. Je visite une radio le lendemain, une radio locale, Littoral FM, voilà, et je tombe amoureux de ce média en 2 jours. Et je vais voir mes parents, je leur dis, voilà, je vais pas faire une école de commerce comme toi, etc. Je vais partir dans complètement autre chose. Je vais partir dans une école de radio. Et là, ils me disent, mais non, tu peux pas. On est en quelle année là ? On est en 2004, je pense. Ouais, donc tous l'essor de la radio filmée, des formats courts, etc., on n'y est pas encore. Et non, on n'y est pas encore du tout. Il y avait rien. Je n'avais aucun contact et tout. Et j'ai dit, ok, c'est bon, j'ai trouvé le truc que je veux faire. Je vais bosser 20 heures par jour s'il faut. Tous les mecs dans le métier bossent beaucoup. Je voyais les interviews de Ruquier qui disaient, je bosse 12 heures, 13 heures par jour. Je dis, bah, pas de problème, je bosserai 13 heures, 14 heures, 15 heures par jour. Je bosserai un peu plus que tous les autres. Je ferai la différence, tu vois. Et je suis parti dans cette école-là pendant même pas une année. J'ai fait un stage le matin, un stage le soir. Donc, c'est-à-dire que le matin, je faisais 6h, 9h sur une radio locale, vraiment très bizarre, chez un radio local qui avait un petit émetteur sur Montpellier. Il était chez sa mère, le gars, il avait un mini studio. Et du coup, j'ai dit, tu sais quoi, je viens tous les matins, de 6h à 9h, tu m'ouvres la porte, je te fais un morning. Voilà, ça te coûtera rien. Et j'ai fait ça pendant toute l'année. Je faisais l'école après, de 9h à 18h, et après je faisais 20h, 22h sur une autre radio locale, RTS, à Montpellier. Et en fait, j'ai enchaîné, tu vois, stage en même temps. Et à la fin de l'année, j'ai trouvé une possibilité d'aller sur Skyrock en local. Et ils m'ont filé le poste de responsable de la station locale de Perpignan. Et du coup, j'avais 19 piges. Tu vois, j'étais même au dernier mois de mes 18 ans. Et je suis devenu responsable. Donc, je devais gérer les commerciaux, gérer les finances de la radio, gérer la technique, gérer l'animation, l'écriture, etc. Et organiser des concerts, des événements et tout ça. J'ai été dans le grand bain direct, quoi. Radio locale pendant 1 an et demi. Après, le CSA a fermé l'émetteur. Et là, du coup, j'ai dû partir. Et je me suis dit, OK, qu'est-ce que je vais faire ?
D-Fool, je vois qu'il est très très fort, mais il va rester longtemps. Je me suis pas trompé, il y est toujours, 20 ans après, 18 ans après. Et je me suis dit, ok, qu'est-ce que je peux faire moi? Et ben, il m'a formé pendant 2 ans, D-Fool, il m'a beaucoup appris. Un peu à la Whiplash, tu vois, le film, je sais pas si tu as vu, où il apprend la batterie, la dure. Moi, il m'a fait un peu ça. J'y allais en train couchette, je dormais dans un hôtel à Passe à côté de Skyrock parce que j'avais pas de thunes. Et en fait, j'étais à la dure et à chaque fois, il me dit si tu veux être là la semaine prochaine, il faut que tu t'améliores, machin. Si un jour tu t'améliores plus, moi je prends plus de temps pour toi et tout. Et du coup, je passais les nuits dans le studio de Planète Rap tout seul à répéter 20 000 fois la même phrase, 20 000 fois machin. C'était hyper formateur, quoi. Et j'ai fait des maquettes au studio de Skyrock à Perpignan avec des potes de radio que je connaissais de près ou de loin, même des mecs que je connaissais pas, je les hébergeais chez mes parents. On a fait un morning, j'ai gravé 200 CD. J'ai imprimé 200 CV, j'ai fait 200 lettres que j'ai imprimées, machin, et j'ai envoyé à toutes les radios locales de France et de Belgique. Et j'ai eu 7 réponses en plein milieu du mois de mars, dont une à Happy FM, à Reims, où je suis parti pour me former pendant 1 an après en radio. Voilà. Ok, et il est arrivé à Paris, quelle date? Arrivé à Paris, c'est bien après. En fait, moi, je voulais pas arriver à Paris trop vite. En fait, j'ai fait exactement l'inverse de ce que j'ai fait en télé. Je voulais prendre mon temps. Et je me suis dit, tiens, le but, c'est toujours pas à pas, en fait, la vie. Quand tu vas trop vite, tu te casses la gueule. C'est une règle de base. Et en fait, je suis parti donc de Happy FM. J'ai eu une proposition pour Énergie Belgique et une position pour Énergie France. Et en fait, j'ai dit non à Énergie France à l'époque, alors que c'était mon rêve. Ça a été très bizarre, mais j'aurais dit, écoutez les gars, je vais me former en Belgique pendant 1 an ou 2, et après, je viendrai dans le grand bain. Et en fait, ils ont hyper mal pris le truc. Je suis parti sur Énergie Belgique, j'ai fait mes armes. Sur Énergie Belgique, je me suis fait virer au bout d'1 an parce que j'ai poussé les limites de ce qui était possible. Je suis allé contre les règles de l'époque, mais parce que j'avais ma vision du truc, quoi, tu vois. En fait, j'ai pas de modèle, moi, c'est un peu bizarre. Il y a plein de gens qui ont des modèles, moi, j'ai pas de modèle. J'ai juste ma vision. Et en fait, si je suis persuadé que c'est bon, je vais y aller. Et là, j'avais ma vision de la libre antenne parfaite que j'aurais aimé, moi, écouter pour moi, hein, pas parfaite pour moi. Et j'ai essayé de faire exactement ce que j'aurais aimé entendre, tu vois. Donc évidemment, je transgressais les règles. Zazie, j'enlevais son CD. Je mettais un CD de Psychiatre de la Rime. Je m'étais changé la prog le soir. Je me faisais absolument atomiser. J'en ai été viré, tu vois. J'ai mis Stromae, qui était à l'époque en stage à Énergie Belgique, à la place du CD de Zazie, tu vois. Je m'en rappelle très bien. Et pourquoi on récupère un profil comme le tien alors ensuite? Pourquoi quelqu'un s'est dit, bah lui... qui a fait tant de malheur en Belgique, on va le récupérer. En fait, j'ai pas fait tant de malheur. J'ai fait l'audience record et c'est tombé le lendemain de mon licenciement. Ils ont pas été très futés, ils ont pas attendu le lendemain, les chiffres. Et en fait, les premiers 6 mois, on a fait de l'audience négative. Et le deuxième 6 mois, on a explosé. Et en fait, les mecs m'ont licencié. Le lendemain, il y a les chiffres, 53% de part de marché. On bat les records historiques de l'histoire en Belgique. Ils t'ont rappelé ou pas? Et ils m'ont pas rappelé, évidemment pas, mais Fun Radio m'a appelé en face. Et je suis allé en face et du coup on a battu Énergie pour la première fois de l'histoire aussi. Fun passe au-dessus de machin. Et là les patrons d'Énergie disent attends, c'est qui le connard qui nous a niqué là en Belgique, et ils m'ont appelé. Voilà. Je les ai rencontrés, les mecs m'ont dit il n'y a pas de place. Je leur ai dit ah bon bah c'est dommage, je serais bienvenu à Paris quand même, j'en ai un peu marre là, de mon ancien patron et tout. Et j'étais vraiment sous-payé, j'étais en dessous du SMIC et je payais en plus tous les salaires avec enfin, je mangeais de la viande que le vendredi. J'ai vraiment connu des années de galère, vraiment sans thune et tout. Et j'en avais un peu marre et du coup j'ai dit les gars, donnez-moi une place, peu importe la grille. Ils m'ont dit il reste minute 3 heures de libre et tout le reste c'est plein. Je dis bah, c'est quoi, file-moi minute 3 heures, ça me va très bien. Et ils pensaient que je rigolais, je dis non mais je rigole pas. Et ils m'ont filé le budget qu'ils avaient pour le mec qui poussait les disques la nuit, tu vois, qui était en intermittence. Et du coup, j'y suis allé, on a fait la radio. Ça a commencé comme ça, Guillaume Radio 2.0. Donc Guillaume Radio 2.0, un peu un hasard, un peu Zéro budget, vraiment. OVNI, quoi. Pas de budget, pas d'animateur dédié au départ, pas de projet rien, forcément. Il y avait un animateur dédié, c'était moi. Et puis après, j'ai pris un stagiaire que j'avais à l'époque. Et j'ai dit viens avec moi. Et il était en stage. Et après, j'ai pris mon standardiste qui était pareil, qui était payé une misère. Et parce qu'on avait un salaire pour 3, tu vois, un salaire pour même 3,5. Et donc du coup bah les gars sont sous-payés. Donc je leur dis les gars, on va déchirer en audience et après on va aller demander. Rappelle-nous le pitch. Moi je m'en souviens très bien parce que comme je te disais, j'ai révisé mon bac. Mon bac avec tes vidéos en fond de tâche. Le pitch de Game Radio 2.0 sur Énergie, c'était quoi? C'est en fait il y a pas de pitch. C'est que je prenais la radio et je savais pas où j'allais, quoi. Voilà. Et c'est ça qui était fort. J'ouvrais la radio, je disais bonjour pendant 20 minutes déjà. En fait, le bonjour, je me rappelle, je parlais un peu à tout le monde autour de la table et tout. Avant de commencer vraiment à parler, il se passait 20 minutes, les mecs pétaient un câble, les directeurs disaient c'est pas comme ça qu'on fait la radio et tout. Je dis ouais, mais c'est mon ton. Moi, j'aime bien prendre le temps, tu vois, j'aime bien parler, j'aime bien discuter. Et puis, si tu veux rentrer dans les sujets de fond, bah, à un moment donné, il faut prendre le temps, quoi. Et aujourd'hui, le problème, c'est que sur tous les médias, on s'est
habitué depuis quelques années là, quelques dizaines d'années même, à aseptiser tout ce qui se passe dans les médias. Il n'y a plus de débat, il n'y a plus que des clashs. Mais il n'y a plus de débat, on fait rien avancer, on met un mec d'extrême gauche, un mec d'extrême droite. Alors, l'immigration, c'est bien ou pas? Allez, hop, et hop, tu jettes un seau d'huile sur le feu, tu les regardes 3 minutes et tu dis, allez, on se retrouve après la pub. C'est ça qui se passe. Et c'est pas ma vision du truc. Moi, j'adore rentrer dans le fond, avoir des vrais débats et surtout parler de ce que j'ai envie, tu vois. Donc la transition ensuite, elle s'est faite un peu en télé. T'es passé un peu en télé après la radio. En fait, la radio se passe vraiment très très bien. On fait des grosses années d'audience de folie. On est numéro 1, on passe devant tout le monde et tout. Enfin, c'est un peu le rêve, quoi, tu vois. Moi, je me rends compte. J'arrive de Perpignan. Je dis, ok, truc de fou et tout. Enfin, je vis mon rêve de voilà. Et à un moment donné, j'ai eu une proposition effectivement de la télé qui me propose de M6 qui me propose de venir faire un casting, quoi, tu vois, je sais pas pourquoi je fais un casting, je suis sur un fond vert, bon, et puis je me rends compte que finalement il y a beaucoup d'animateurs, quand même beaucoup d'animatrices et tout, je me dis bon, ça coûte rien, ils m'ont fait faire un test et tout, et puis ils me demandent de revenir le lendemain, et puis il y a encore beaucoup de monde mais un peu moins, et puis encore après, et puis je me dis tiens, c'est marrant là, il y a plus que moi en garçon. Et je fais plusieurs tests avec des filles. Je dis, c'est quand même bizarre, ça sent quand même pas trop mauvais et tout. Et à la fin, je me retrouve avec Faustine Bollard et on refait un test et tout. Et les mecs nous disent que c'est bon. Et on découvre que c'est pour une très très grosse émission. Ce que j'ai d'ailleurs, ça m'a pas trop plu ça au début parce que moi je te dis, je prends le temps et arriver et jamais avoir fait de télé et te retrouver sur le plus gros prime de l'histoire de la chaîne, c'est violent. Dans le bon sens du terme, mais c'est waouh, tu vois, j'ai jamais parlé dans un micro de télé, je n'ai jamais parlé à une caméra de télé avant d'être en direct, je n'ai fait aucune répétition l'après-midi. Je suis arrivé, ils m'ont fait un micro, j'ai été devant 4 millions de personnes, j'ai pas fait de répète. C'est chaud quand même. Le plateau est en construction l'après-midi encore. Et ça te plaît ça ou pas? Parce que j'ai l'impression que c'est aussi ça qui te... Mais moi, toutes les situations comme ça m'excitent, c'est juste j'aurais dit non à plein de choses. Oui, mais t'aurais peut-être pas eu aussi le bagou et l'expérience si... tu vois. Oui, tout à fait. Mais en fait, maintenant, je rediscute avec des chaînes, on me rappelle pour des émissions, etc. Et en fait, j'ai appris un truc avec les années, c'est qu'une carrière, c'est basé sur les non et pas sur les oui. Et en fait, ça, c'est dans le business, c'est pareil. En fait, il faut savoir dire non. Et c'est ça qui te fait prendre au sérieux. C'est là où les gens commencent à te croire, machin. Et là, moi, j'ai pas assez dit non du tout quand j'étais à l'époque. Tu vois, j'aurais dû écrire mes textes. Aujourd'hui, tu vois Camille Combal, par exemple, dans des émissions, sort du prompteur. Moi, à l'époque, c'était interdit de sortir un mot en dehors du prompteur. Donc, c'est pas moi qui ai écrit les textes. Donc, en fait, je suis qu'un pantin. Je pouvais pas m'exprimer, tu vois. Et c'est juste ça qui m'a, tu vois, pas frustré, mais je me suis dit merde, j'aurais pu donner un peu de moi-même et c'est dommage qu'il m'ait pris moi si j'ai pas le droit de m'exprimer, tu vois. Et j'aurais pas été mauvais, je pense, dans certaines réparties avec les artistes, j'aurais pu rigoler. Là, il fallait lire un prompteur qui était derrière le mec. Donc t'es là, tu sais même pas toi qui as écrit la phrase et tout. Et c'est ça aujourd'hui où j'aurais dit non et où je referais un peu différemment. Mais l'expérience en elle-même, ça a été incroyable à vivre. Voilà. Donc le côté un peu lisse, tracé, on suit la consigne. A priori, c'est pas ce qui te caractérise le plus. Ouais. Peut-être. C'est qu'en fait, ils peuvent prendre d'autres personnes pour ça. Il y en a qui seront très bons, tu vois. Moi, j'aime bien. C'est pas là où tu t'amuses. C'est pas ton terrain de jeu. Non, la vie, elle est trop courte, en fait. La vie est trop courte pour faire des trucs qui t'amusent pas. Voilà. Du coup. Je me force plus pour rien, moi. Création du QG. Mais depuis toujours, hein, je me suis jamais forcé pour rien, en fait. Donc, si t'es là, personne t'a forcé. Hein. Je note, hein, si t'es là, personne n'a forcé personne. Non, non, complètement. C'était avec plaisir que je suis venu, avec mon scooter. De ce que tu me dis là, du coup, le déroulé semble logique sur l'apparition de l'émission le QG, à travers l'expérience, l'envie de faire différemment, l'envie de se retrouver peut-être un peu plus avec les gens aussi. Tu dis que t'aimes bien prendre le temps. C'est l'essence même du programme. C'était le programme, le QG, tu peux nous l'expliquer? En fait, la fin de la radio et de la télé, pour moi, comment ça s'est passé, qui n'est pas d'ailleurs inaliénable, qui reviendra peut-être un jour, mais on est à des pourcentages exceptionnels de part de marché le soir. On est numéro 1 en radio, mais il y a le nombre d'auditeurs qui est différenciant du pourcentage de gens. Tu peux avoir 50% des gens qui t'écoutent, mais au début, j'ai eu des quarts d'heure à 1 50 000 personnes en temps réel, machin. C'était monstrueux, c'était un rouleau compresseur. À la fin, j'avais 122 000 en moyenne. Mais j'avais la même part de marché. C'est juste que moins de gens écoutaient la radio le soir. Par contre, ma chaîne YouTube, à contrario, en même temps, la chaîne YouTube, chaque mois, montait. Et en fait, je faisais 850 000 par jour, 28 millions par mois en moyenne, là, sur la dernière année, sur YouTube. En fait, les gens qui m'écoutaient plus à la radio, parce qu'ils écoutaient plus la radio du tout, me consommaient sur YouTube. Arriver des replays, des podcasts, des premiers formats, voilà, pas en direct. Je commence à
filmé avec, comme vous, avec des appareils photo, des machins, GoPro même, nul, tu sais, GoPro 3, un peu flou et tout. Bien large, plan bien large, qui déforme les têtes. Plan trop large, t'as un nez énorme de l'autre côté. Déjà que moi, j'ai pas un petit nez, mais alors là, vraiment, c'était waouh. Et en fait, Énergie voulait pas filmer. Ils me disent non mais filme si tu veux, amuse-toi. Voilà. Mais nous c'est de la radio en fait. Voilà. Et je dis ouais mais c'est le futur pour moi. Mais c'est après chacun a sa vision et je respecte la leur et voilà. C'est juste que moi je me dis tiens, pour moi aujourd'hui les gens, j'ai eu les chiffres là, ça m'a choqué. 81% des gens qui regardent des vidéos tout confondu, cinéma, voilà, regardent sur un téléphone portable en France l'année dernière. C'est énorme. 81% des vidéos sont vues. C'est pas la télé le mass média en fait. C'est le portable. Aujourd'hui, peu importe comment ça arrive sur ton téléphone, mais c'est le portable. Et du coup, moi, je vois ces chiffres-là à l'époque déjà qui étaient monstrueux. Et je me dis merde, est-ce que c'est pas le moment où il faut... J'avais 33 ans. Est-ce que c'est pas le moment où il faut se réinventer et pas se laisser mourir sans croûter, tu vois, s'enraciner. Et je dis tiens, est-ce que c'est pas le moment? Et du coup, je vais voir les patrons et j'ai une grande discussion et je leur dis les gars, moi, la stratégie digitale, je pense qu'on se trompe. Il faut absolument mettre plus en avant le digital. Là, quoi ils ont dit la quoi? Digital? La stratégie, bah, ils m'ont dit non, ouais, je peux même pas dire ce qu'ils m'ont dit tellement que c'est fou, quoi, tu vois. Ils t'ont dit ouais, plus tard. Non, ils m'ont dit on va enlever les caméras, on va mettre des photos à la place pour pas cannibaliser l'antenne. Ouais. Voilà. Et j'aurais dit c'est une super idée en 1980. Voilà. Visionnaire, quoi. Et après, c'est des gens qui n'ont pas mon âge. Et c'est là où est le problème souvent, c'est que dans les grosses sociétés comme ça, c'est pas des gens qui font... Oui, mais t'avais des chiffres, et c'est ça qui est dommage, c'était pas uniquement une intuition, et t'avais des chiffres à l'appui, ou en tout cas il y avait des choses qui montraient que tes vidéos performaient, le replay marchait bien. Oui, mais je pense qu'ils vendaient tellement cher sur Énergie la pub, qu'en fait la pub sur le digital, ils vont dire ouais mais en fait 28 millions ça vaut rien sur le digital, ou ça vaut rien, ça vaut, mais rien par rapport à 28 millions que tu vends sur Énergie. Je pense qu'il y avait un truc comme ça. En tout cas, il y avait une strate derrière qui convenait pas à la mienne, où je me disais attends, les jeunes sont plus là. En fait, c'est comme une rue passante. Moi, je me dis, attends, moi, ma boutique, je suis dans une rue passante qui s'est vidée. Mais il y a toujours autant de gens qui passent dans la rue passante qui viennent chez moi. Mais il y a moins de gens. Et ben, du coup, je vais aller ouvrir une autre boutique sur la rue, là où les gens sont aujourd'hui, et c'est le digital. Voilà. C'est une métaphore qui est très simple, mais qui est très claire. Et la rue du digital, je me dis, ok, bah, je vais ouvrir une grosse boutique dessus. Je vais voir Webedia à l'époque. Je discute avec eux, c'était eux qui géraient ma chaîne YouTube et tout. Et je leur dis, les gars, moi, je pense qu'il faut faire un concept d'émission, je sais pas encore comment, mais sur le digital, j'ai des facultés, des trucs que j'ai appris, des skills et tout, on peut les utiliser. Et les mecs me disent ok, bah boss, réfléchis, t'es le bienvenu et tout. Et ils me filent le bureau dans le parking. Je n'ai pas de fenêtre. Voilà. Ça ne s'invente pas. Je suis dans le noir pendant 6 mois. Zéro vanne. Hein. Il y a une partie du parking de Webedia où ils ont construit, parce qu'il n'y avait plus de place dans le bâtiment, des bureaux. Et voilà, j'étais complètement avec comme vous avec des néons, mais vous avez de la lumière du jour quand même. Oui, nous ça va, on a le teint encore un peu. Le teint allé. Non, moi j'étais vraiment. C'était une cata. J'étais en sous-sol, je me suis enfermé 6 mois. J'ai dit ok, Guillaume, qu'est-ce que tu sais faire? Qu'est-ce que tu n'as plus envie de faire? J'ai les radios qui m'ont rappelé, d'autres radios, les radios d'en face, c'est toi qui m'ont proposé. Je dis attends, ça sert à quoi d'aller quitter une grosse radio pour aller sur une petite? Non, ça sert à rien, c'est pas stratégique. Donc je vais aller plutôt réfléchir à ce que je peux faire et tant pis être précurseur sur un truc qu'on va essayer d'inventer. Je vais prendre des risques. Et c'est là où c'est difficile pendant 6 mois. T'as toute ta team, hein, mec. Moi, je paye quand même. J'avais 14 gars en CDI. Hein. Ça coûte cher. Hein. Et donc, t'es là, tu dis waouh, là, j'ai perdu beaucoup d'argent là dans les mois. J'ai intérêt à me refaire et j'ai pas intérêt à me planter sur le projet qui arrive, quoi. Mais après, c'est ça que j'aime dans le métier d'entrepreneur. Sinon, tu t'endors, quoi. Et puis, je pense que si t'es pas en danger à un moment donné, tu t'en vois pas. Voilà. Et donc, du coup, je décide de me construire et de construire une émission non pas artistiquement, mais par rapport à la manière dans laquelle elle va être consommée. Je me dis, ok, les gens consomment aujourd'hui 3 minutes max sur tel réseau. Et je regarde tous les tableurs Excel. Moi, je suis un mec de chiffres, j'adore ça. Et donc, je regarde toutes les consommations réseau par réseau, heure par heure, jour par jour, comment ils consomment, machin, hein. Et je construis l'émission à l'envers. Je dis, ok, je vais faire un show d'interview, c'est ça qui m'amuse aujourd'hui. Et puis, tu sais, quand t'as plus de 30 ans après, toi, t'as pas loin de 30 ans. 28. Voilà. Je trahis le secret. 28. Après les 30 ans, moi, j'ai appris un truc, c'est je connais plus mes qualités et mes défauts. Et je les assume, en fait. Et je connais mes parts d'ombre, mes parts de lumière, tu sais, c'est vrai, hein, c'est très réel. Et du coup, je me dis, ok, il y a des trucs dans lesquels je suis moins bon, je vais pas y aller. Je vais aller dans les trucs dans lesquels je suis plus à l'aise, en tout cas. Je sais pas si c'est bon, mais plus à l'aise, c'est les interviews. Et je me dis, tiens, les interviews, moi, je prends du plaisir à rencontrer des gens. Et surtout, je me démonte pas vis-à-vis des gens. Je leur parle comme si c'était des potes. Que ça soit François Hollande ou avec du respect toujours, mais
ou DJ Snake à la radio, je leur parle et puis je sympathise avec tous ces gens-là. Parce que je suis naturellement comme ça, tu vois. Je fais pas semblant. Et je me dis, tiens, le ton, il est pas mal et je vais me spécialiser dans les interviews. Et du coup, je réfléchis à comment ils peuvent consommer l'interview en capsule, en machin, avec un hook au début, un crochet pour accrocher les gens sur un petit extrait de Reels, tu vois, le meilleur moment, machin. Je réfléchis à tout ça, je m'enferme, j'arrive avec le dossier sur le bureau d'un des gars de Webedia et je dis, venez, on le produit ensemble. Et c'est parti comme ça, voilà. Donc l'imagination du format, la création, c'est hyper intéressant, c'est basé sur le côté, on va regarder les usages, les pratiques de consommation et on va réfléchir par rapport à ça. Exactement. Et c'est un peu la différence totale de la télé ou de la radio un peu historique, qui est très top-down. Tiens, mon contenu, tu le consommes, si tu le consommes pas, tu connais pas. Là, c'est plus comment les gens consomment et je trouve intéressant quand tu expliques le côté, j'ai ma vidéo format long, YouTube, t'as 40 minutes, tu peux te la taper. T'as 1 minute, 60 secondes ou 30 ou 3 minutes, bah t'as un format pour à chaque fois. La proposition de valeur sera pas la même, évidemment. T'apprendras pas autant de choses en 3 minutes qu'en 40, mais en fait, tout le monde. Entonnoir, chacun consomme comme il l'entend. Exactement. C'est ça. Tout le monde consomme comme il l'entend. En fait, tout le monde n'a pas 45 minutes dans la journée pour regarder le QG version long. Par contre, tout le monde a 3 minutes ou 1 minute sur Reels, sur TikTok. Tout le monde a 1 minute pour entendre la punchline de François Hollande quand il me raconte une anecdote sur Poutine. Tout le monde a 1 minute pour entendre un truc. Et après, bah tiens, tu découvres l'émission comme ça, et si tu as envie d'aller le voir, tu vas le voir. Tu vois, nous, on a fait des cartons, je me rappelle, avec le premier extrait qui a vraiment explosé. Le premier mec qui a vraiment explosé, ça a été le GIGN. Fait 53 millions quand même en cumulé sur les réseaux à l'époque. En une semaine, c'était n'importe quoi. Je voyais des trucs partir 7 millions, 17 millions les extraits et tout. Et ben en fait, ça a fait découvrir l'émission, et du coup, j'ai pas récupéré 53 millions. J'ai récupéré 4 millions sur la longue. Mais ce qui est déjà énorme. 4 millions, c'est monstrueux. Nous, on avait 200 000 vues au début sur le QG. Personne ne s'en souvient, mais j'avais 200 000, 300 000. Du coup, d'un coup, je fais 4 millions. Je fais, qu'est-ce que c'est ce truc? Mais je pense que tu le sais, mais les gens que t'as reçus, il y a des séquences qui sont cultes, objectivement. T'as des influenceuses qui se sont livrées chez toi. Je pense que tu le sais, mais il y a des vidéos que les gens regardent. Et on sait même plus que c'est le QG parce que... plein d'autres boîtes, plein d'autres pages Insta ont repris la séquence. Puis t'as les séquences quand ils parlent de leur projet, de leur thune, quand Natou elle raconte un peu ses histoires. Il y a des moments où les mecs se sont jamais livrés autant que sur ton format. Ça a commencé, tu sais, avec qui? Avec Kinvey. C'est Kinvey qui a ouvert le pipe. En fait, je reçois le chanteur Kinvey, Kevin, et il me parle de lui-même, de sa tentative de suicide. Je savais pas du tout qu'il allait me parler de ça. Et là, en fait, je suis là, je suis un peu stomaqué et tout. Je suis, attends. Et puis à la fin de l'émission, je dis, attends, tu veux qu'on le coupe le moment? T'avais peut-être besoin de parler, mais machin et tout. Il me fait, non, c'est un moment de vie, machin. Et en fait, les gens ont adoré Kinvey. En commentaire, il envoyait plein d'amour. Putain, on se rendait pas compte et tout. Derrière la carrière d'artiste et tout, il y a des moments vraiment down et tout. Et après, j'ai enchaîné avec un mec qui s'appelait L'Artiste. Et pareil, il m'a raconté, il s'était fait agresser par plein de mecs. Il l'avait raconté nulle part. Il y avait des on-dit partout, etc. Machin. Et c'était hyper intéressant. Et le mec m'a tout livré aussi. Et en fait, ça a commencé à lancer vraiment l'ADN du QG, où on vient raconter des trucs, quoi. Tu vois, que j'ai gardé aujourd'hui, d'ailleurs, dans mes interviews sur Légende. J'ai ce ton identique, tu vois, ou même un peu plus, d'ailleurs. Bah justement, tu m'emboîtes le pas, on arrive, on retourne dans le présent, fin du passé, on retourne dans le présent, donc 2023, fin du QG, début de Legend, un média que tu as monté, que tu as créé. Est-ce que tu peux nous pitcher Legend? En fait, c'est l'évolution du QG en version encore plus musclée, plus libre, et plus complète. Dans le QG, je commençais à prendre j'avais beaucoup de plaisir. Depuis 4 ans, sinon je l'aurais pas fait. J'aurais pu le faire 10 ans, le QG. Je reçois des gens que j'aime bien. Tous les 6 semaines, on tourne 6 émissions. On fait des petits happenings. On découvre des boîtes de rations militaires, on se marre. Voilà, exactement. Je fais des petits happenings comme ça qui me font marrer et tout. Et je commence à faire une émission. Ça a été l'émission qui m'a fait tilt, vraiment. C'est l'émission quand je reçois une pilote de chasse de l'armée de l'air dans le QG. Et là, je vais filmer sur une base pour montrer un peu les métiers. Parce que la nana me dit, voilà, il y a le métier de pilote, c'est bien beau, mais il y a aussi le métier de mécanicien, le métier d'avionneur, ils appellent ça comme ça, le métier de mec qui s'occupe des armes du Rafale. Il y a 45 personnes qui bossent sur le Rafale. Et donc, elle me dit, mais attends, viens filmer pour voir les autres métiers. Et je dis, putain, pas con. Et je pars. Et en fait, j'ai la ministre à l'époque, Florence Parly, qui m'autorise à piloter un Rafale. Ça, c'était vraiment le truc de fou. Je suis le seul civil à qui ils ont autorisé ça, c'est incroyable. Et du coup, je vis une expérience absolument invraisemblable de piloter un Rafale. Pendant 2h37, je fais un vol. Non, mais c'est fou. Et ça m'a aussi fait vraiment très mal au dos. Parce que c'est vraiment le truc le plus dur que j'ai fait de toute ma vie, tu vois. Et en fait, je passe un moment exceptionnel et je me dis, waouh, mais en fait, c'est ça que je veux faire.
pas pilote de chasse, mais je veux vivre des choses. En fait, je veux sortir d'un studio. Un studio, c'est bien. Un studio, c'est bien, j'adore. C'est le moment où j'ai des vraies confidences, c'est le moment où je parle vrai. Hier, j'ai tourné, là, j'ai tourné Ryan Bensetti, tu vois, et on a une vraie discussion où on rigole, à en pleurer, on a un fou rire, on n'arrive plus à pleurer, et après, il pleure pour de vrai sur un autre sujet, machin. J'ai des moments vraiment incroyables. Mais le moment qui me manquait le plus, c'est de voir la lumière du jour, quoi. Moi, j'ai envie, tu vois. Déjà, j'ai bossé 6 mois dans la création en bas. Et là, maintenant, voilà. Et donc, du coup, je me dis, OK, le QG a ses limites. Il a son plafond de verre. Et je vois que Webedia ne veut pas trop évoluer sur ça. C'est pas la velléité de Webedia, en tout cas, de le faire évoluer en médias. Et moi, je vois tous les gros médias, tous les Brut, les Combini, Loopsider, j'en sais rien, on a plein de Néo, machin. Il y a plein de médias. Il y a du bien, il y a du moins bien, il y a des bonnes idées, des moins bonnes idées, mais je vois et je me dis, putain, mais en fait, il y a une place énorme à prendre, qui est la nôtre. C'est-à-dire des gens qui ressemblent vraiment à la France, tu vois. C'est ça, les gens. Je reçois un fils d'agriculteur, son père a fait une tentative de suicide, il n'a jamais parlé dans un micro. Et ben, c'est les vrais gars. En fait, on est un pays d'agriculture, on est un pays de chasse, on est un pays d'agriculture, même s'il y en a qui sont anti-chasse, même s'il y en a qui sont aussi... C'est la vérité. Il y a 1 400 000 cartes de chasse, on est le plus gros pays de chasseurs de France. Et ben moi, je trouve ça intéressant, tu vois. Au lieu de, je te disais tout à l'heure, les clashs. Là, je vais faire un débat avec un torero. Il y a un débat sur la corrida. Moi, je ne prends pas parti, jamais. Dans mes émissions, je ne prends jamais parti. Je suis full neutre. Mais parce que je pars du principe qu'il y a du vrai chez tout le monde, en fait. Alors moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir pourquoi tu es devenu braqueur de banque, pourquoi tu es devenu un grand flic, pourquoi machin. Et là, je vais faire un débat entre un torero et un anti-corrida. Mais pas un clash. Je vais prendre 2 mecs dans le studio, je vais dire, venez, on parle. Pourquoi tu détestes la corrida et pourquoi tu aimes autant la corrida? Ça, tu sens que ça va prendre... Est-ce que tu n'as pas peur, et je pose la question de manière hyper honnête, mais on sait très bien comment ça fonctionne. Le clash, ça marche, etc. Et la prise de position, le fait de ne pas en prendre, parfois certains te disent tu prends pas position, mais tu donnes la parole à un mec, donc tu as déjà la position. C'est un peu ce que le débat qu'il y a eu autour de ton interview de Zemmour pendant les élections. Il y en a qui disent tu lui as donné le micro, donc tu es partisan du truc. Et toi, tu as répondu en fait, j'ai donné le micro à d'autres gens. Et certains m'ont pas répondu. Enfin, tu vois, chez Louis Boyard, qui m'en a parlé encore lundi, mais bon, il faut savoir 2 choses. C'est que dans la rue, j'ai 100% des gens qui sont venus me féliciter. Voilà. Et après, tu as Twitter. Et Twitter, après, tu récupères les adresses IP des tweets et tu te rends compte que c'est 300 bots qui sont téléguidés par je sais qui t'agressent. En vérité, il y a évidemment des gens qui sont pas contents. Et tu vois, Louis Boyard en était un de la France Insoumise. Et il a raison de me le dire. Moi, je suis pour le débat. Et s'il n'est pas content, il me l'a dit. Et je lui ai dit, écoute, très bien, j'en ai rien à faire. C'est-à-dire que si jamais j'ai envie de recevoir des gens, personne n'a à me dire ce que j'ai à faire. Si j'ai envie de recevoir et donner la parole... Moi, j'ai invité tout le monde. Après, c'est comme si tu faisais une soirée avec des potes, t'invites tout le monde, et il y en a qui disent « Ah non, on fait pas la soirée, il n'y a pas Thomas. Ouais. » Thomas, il n'est pas venu. Moi, j'invite quand même le reste, et je discute avec le reste. Et là, c'est exactement la même chose. J'ai invité tout le monde. Moi, j'ai pas fait une émission politique avec le QG. Même si ça s'appelait QG de campagne. Quand tu regardes bien ce que j'ai fait, je parle de l'homme. J'ai eu Zemmour, j'ai eu Hidalgo, je parle de la femme en l'occurrence. J'invite son mari à la fin. Elle aime le chocolat, je fais venir Patrick Roger, meilleur chocolatier de Paris, 120 kilos de chocolat, je fais une surprise. Après, j'ai eu Marine Le Pen, ce qui m'intéresse, c'est la femme. Et je parle pas de politique, ou très peu, vraiment. Moi, ce qui m'intéresse, et c'est ma qualité, comme je te disais tout à l'heure, ma qualité, c'est pas de parler de politique, c'est pas mon truc. Enfin, il y a des mecs qui sont meilleurs que moi pour ça. Donc les jeunes peuvent aller écouter, les gens, je dis les jeunes, mais aujourd'hui on touche 13-54 ans sur les réseaux, peuvent aller écouter des débats politiques sur Internet. Mais s'ils viennent me voir, moi, c'est pour voir qui est derrière Zemmour, qui est derrière Le Pen, qui est derrière Hidalgo, qui est derrière Mélenchon, qui est derrière Boyard. C'est essayer de comprendre le bonhomme. Et moi, j'ai vraiment insisté là-dessus. D'ailleurs, on a eu un moment génial avec Éric Zemmour quand son fils arrive. Et tu sais, il y a toujours la partie où tu vois dans les commentaires où tout le monde disait « Ouais, il utilise ses gosses et tout, machin. » J'ai vu, ça m'a fait marrer. Parce que moi, j'ai vécu la scène. Et la scène, c'est le fils qui impose au père. Il rentre, il me regarde, il me dit « Oh là là, truc de fou, et tout est là, je peux faire une photo. » Et lui, il me regarde en pleine interview. Il me dit « Mais attendez, vous êtes qui, vous ?» En fait, je comprends. Il dit « Ah, mais j'adore ce qu'il fait et tout, machin. » Il dit « Ah, je peux passer, vas-y, viens, je peux passer et tout. » Il dit « Non, tu sais bien que je veux pas. » Il y a une discussion comme ça, qui est lunaire, tu vois, où il dit « Vas-y, si je fais un truc avec toi, ça serait ici. » Et là, il y a eu 10 secondes de blanc, et il a dit « Vas-y, tu sais quoi, prends une chaise, assis-toi. » Et ça s'est fait comme ça. Et après, dans les commentaires, quand tu vois « Ouais, il utilise ses gosses et tout, tu sais, il y a toujours la phase vraie. Il y a beaucoup de complotistes et complotistes qui sont vrais, en plus. Moi, j'en vois parfois passer, je dis, putain, il a pas totalement tort et tout. Mais il y a aussi toute cette partie un peu n'importe quoi, tu vois. Et moi, vraiment, mon leitmotiv, c'est de recevoir tous les gens. Parce que dans ce cas-là, je reçois pas de gangsters. Tiens, c'est bizarre. C'est quand même bizarre que 9 séries Canal+ sur 10, c'est autour des gangsters.
9 séries sur Netflix sur 10, c'est sur les gangsters. Les gens aiment les histoires de gangsters. Et pourtant, c'est pas des gentils. Dans l'absolu. Et ben alors, c'est la même chose. Je reçois un flic, je reçois un gangster, je reçois un flic. Et j'essaye tu vois, d'être le plus juste possible. Évidemment qu'on n'est pas neutre, ça serait de mentir. De dire, j'ai aucune opinion. Bien sûr, j'ai des opinions. J'ai pas des opinions politiques très précises parce que ça m'intéresse vraiment pas pour le coup. Mais je l'écoute juste pour comprendre à quel moment et comment il en est arrivé là. Moi, c'est ça qui m'intéresse, tu vois. C'est hyper intéressant le côté liberté de ton qui au final va driver ce qui va se passer là dans les mois et les années qui arrivent avec Legend. On va parler effectivement du côté un peu plus entrepreneurial dans le sens où être chroniqueur, après j'ai l'impression que c'est quand même dans ton ADN, hein, ce côté prendre le projet, le tordre et le faire monter, mais Webedia, il y avait du financement, tu étais dans un groupe qui est un gros groupe, il y avait avant Énergie, la télé, Fun, etc. Là aujourd'hui Legend c'est indépendant. C'est indépendant. Je suis associé sur une petite partie avec Influx, Manuel Diaz, qui a fait beaucoup de beaux projets et qui est super et qui m'aide sur la partie beaucoup commercialisation, que moi je gère beaucoup moins, partenariat avec les marques, etc. Voilà, j'ai monté ça avec un ami, quoi, en gros, tout simplement. Mais on n'a pas de fonds d'investissement derrière, si c'est la question. Et on fait ça en fonds propres, quoi. Ouais. Donc du coup, c'est quoi le changement d'état d'esprit? Est-ce qu'il y a un peu plus de doute? Est-ce qu'il y a un peu plus de peur, de prise de risque et comment tu gères ça? Quand tu as un plan B, c'est que tu crois pas au plan A, déjà, phrase de militaire. Mais c'est réel, hein. C'est-à-dire que je sais que ça va fonctionner, je m'éclate avec. Maintenant, c'est juste jusqu'où on va pouvoir pousser le truc. Moi, ce que j'aimerais faire, si tu veux, c'est pas un projet. C'est pas un projet. C'est mon premier projet qui n'est pas personnel. Là, Légende, je voudrais qu'il y ait d'autres personnes qui arrivent. Pour vraiment incarner le format et les interviews. Je veux pas être tout seul à incarner. C'est pas mon objectif. Moi, je veux, je mens pas, vous le verrez dans les prochaines semaines, mois et tout ça. Mon but, c'est d'être dispensable le plus vite possible. Parce que je pense que, tu vois, il y a des mecs comme toi qui savent très bien animer, il y a des très intéressants, il y en a On plein. note le compliment, évidemment. Et petite médaille comme ça, un petit pins le coq, French Tech. Non, mais en gros, nous, c'est exactement ça. Moi, plus vite, là, j'ai commencé à faire un documentaire, on est parti à Auschwitz. J'ai reçu des dames déportées à Auschwitz. Et je voulais pas le faire tout seul, tu vois. Je me suis dit, tiens, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'aller plus loin que le QG. Donc là, au QG, j'ai reçu une dame déportée. Là, j'ai reçu une dame déportée, mais en plus, je pars à Auschwitz et elle me montre ce qu'elle a vécu là où elle l'a vécu. Toi, j'étais assise là, j'étais avec Simone Veil. Là, il y a un mec qui m'a tapé ici. Là, on m'a forcé on m'a rasé la tête là et tout. Et là, tu fais, wow, truc de fou. En fait, tu vis le truc. Bah, là, je suis parti avec Cyril MP4, alias Super Connard à l'époque, et on l'a fait ensemble. Et tu vois, et après, si jamais un jour, Cyril adore l'histoire, bah, si Cyril me dit, tiens, je voudrais faire un docu tout seul sur les gens, bah vas-y. En fait, tu vois, c'est vraiment l'objectif. Tu veux aussi, à l'instar d'une chaîne plutôt classique, des gens une bande. Qui incarnent. Je veux une bande. Ouais. Là, on est une bande, on est 25 aujourd'hui. C'est déjà beaucoup, hein. On est 25 et j'ai une équipe qui est chambée, avec qui je m'entends hyper bien, on rigole, on est d'ailleurs sorti hier soir trop tard, et d'où les yeux encore plus fatigués, et en fait on s'entend hyper bien, et c'est ça qui est génial, c'est l'aventure. Tu vois, là on a, putain, il y a François Hollande qui vient nous écrire, c'est bon, c'est validé, ouais, attends, génial, tiens, vas-y, parte en écriture, nous on s'occupe de ça, tiens, il y a Real City qui passe cet après-midi, là. Enfin, tu sais, on vit un truc un peu génial, quoi. Chacun peut avoir sa patte aussi. Si quelqu'un propose son format, son émission, son écriture, bon, évidemment, il faut que ça respecte la ligne édito, j'imagine, globalement, mais il peut avoir sa manière de parler. Peut-être qu'il y en a, il va vouloir incarner beaucoup plus. L'autre va être plus dans la captation d'images et dans la narration, la voix off. Mais du coup, ça fait que tu as un média qui a différentes verticales, en tout cas différents formats, contenus, programmes intéressants et qui peuvent matcher avec différentes audiences aussi. Tu vois, là, je fais un premier test. Lundi, on fait des lives. Moi, je suis pas là parce que je pars sur un tournage et j'envoie une partie de ma team avec Antoine Griezmann faire une interview d'Antoine Griezmann lundi soir, voilà, dans un endroit, et ils vont le retrouver et tout machin. Et du coup, j'y suis même pas. Et c'est ça que j'aime aussi. C'est me dire, tiens, j'ai ma petite team qui est là avec mes gars, mais enfin, ils sont super. J'ai une fille qui s'appelle Marion qui gère tout, qui était autrice et qui est passée maintenant à la tête des programmes avec un garçon qui s'appelle Seb. Et en fait, ils gèrent à deux tout ça. Donc là, c'est Marion qui parle. Le mardi, j'ai une soirée pour Givenchy dans la Fashion Week. Il y a plein de gens à interviewer. Boum, bah, j'envoie une autre partie de l'équipe, tu vois. En fait, ils peuvent kiffer, ils peuvent vivre, ils peuvent montrer les choses tous ensemble, tu vois. Ouais. C'est ça qui est agréable. Donc tu délègues. Ah ouais, je délègue. En fait, je délègue tout, mais je contrôle tout au début. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, ils font, mais ils m'envoient. Tu vois, là, par exemple, je te disais avant, putain, c'est dur de déléguer la validation finale, parce qu'ils vont choisir la news. Ils vont choisir la news, ils vont écrire les textes. Mais ils ne me demandent pas. Ils vont chercher les photos, ils font le design. Mais avant la diffusion, ils m'envoient quand même.
Et tu vois, parfois, il y a des petites erreurs. Parfois, tu vois qu'il y en a un qui prend parti dans l'équipe. Oui. Moi, je sais bien le faire, ça, mais tout le monde ne sait pas le faire. Et du coup, parfois, ils font une formulation de phrase. Je dis, bah non, là, tu prends parti de ouf. Là. Ah ouais, c'est vrai, ouais. Tac. Et du coup, c'est ça. Il faut toujours un peu, en tout cas, les premières semaines, les premiers mois, arriver à avoir zéro, un filtre absolu. Et après, petit à petit, tu laisses. Tu dis, vas-y, écoute, mets une news par jour sans moi. Et puis, à la fin de la semaine, il y aura peut-être des erreurs, mais on regardera ensemble, on affinera. Mais le but, c'est d'aider, en fait, c'est de tirer les gens vers le haut, quoi, tu vois. Mais finalement, de ce que tu me racontes, on a l'impression que tu as toujours été en équipe, tu as toujours eu à gérer des profils, parce que quand tu parlais de énergie, tu avais une équipe, tu avais des gens avec toi, au QG aussi, donc le côté patron de boîte, entrepreneur qui gère des gens, c'est pas tellement nouveau que ça. Ce qui peut peut-être la différencier un peu, c'est l'aspect fonds propres. Ouais, là c'est plus gros quand même. Là, c'est croissance organique, quoi. On part de zéro, on monte toute une plateforme média, toutes les communautés. Moi j'ai une question qui est très simple. Est-ce qu'aujourd'hui tu te sens entrepreneur? Et si oui, quelle définition tu mettrais derrière? Ah bah oui, je me sens entrepreneur. Je peux pas être beaucoup plus entrepreneur. Vraiment là, si je peux utiliser l'expression que j'utilise en off, c'est je mets mes couilles sur la table. Mais c'est ça qui est vrai. Et je crois que c'est Elon Musk qui a dit ça une fois dans une interview, mais c'est très vrai. C'est-à-dire qu'en vrai, c'est ça être entrepreneur. Être entrepreneur, c'est prendre des risques. Et c'est pas juste cacher, attendre. C'est pas être tiède. Être entrepreneur, c'est OK, on y va. OK, on a besoin de plus. OK, waouh, ça commence à marcher. Non, nous, on n'en revient pas. Sur les gens, on a déjà 100 000 abonnés en moins d'un mois sur YouTube, c'est fou. Je voulais même pas voir la chaîne YouTube Légende, pour tout te dire. C'est vraiment où je suis vraiment nul sur certains trucs. Moi, j'étais là, je dis non, mais les gars, parce que tous les YouTubeurs me disaient, les autres médias ont beaucoup de mal sur YouTube, en vrai. C'est le seul média où ils n'arrivent pas trop à aller. Parce que c'est long aujourd'hui de trouver des abonnés. Et ils m'ont dit, tu veux commencer une chaîne en 2023 sur YouTube? T'es fou, quoi. Et en vrai, j'ai failli dire, c'est quoi, on n'y va pas. Et j'ai dit, vas-y, on fait la chaîne, on envoie en plus la version longue, on verra bien. Et là, je vois, on a fait Maes, tu vois, 750 000 vues en une semaine. Je vois qu'on fait des chiffres. C'est impressionnant pour nous, tu vois. Je ne pensais pas qu'on ferait autant. C'est génial. Parce que si tu sais, on a 100 000 abonnés là. Et on a des vidéos qui ont fait 700 000 vues, mais c'est-à-dire que c'est comme le QG, tu vois, on avait 200 000 vues. La première, c'était Camille Lelouch du QG, elle a fait 250 000 vues, et là, aujourd'hui, elle est à plusieurs millions. En fait, ça continue de grossir sur YouTube. Donc là, on sait que c'est des rouleaux après qu'on met en marche, tu vois, c'est incroyable. Là, tu nous parles de toi, le côté pro, qui semble à la fois un peu sportif, tout-terrain, on voit où on va en last minute, et en même temps, très rodé, très précis, avec une vision, en tout cas une envie de faire des choses. Enfin, surtout une envie de ne pas faire certaines choses ou de plus faire certaines choses par rapport à ce que tu as pu faire avant. Le côté un peu plus perso, t'es jeune papa, comment on arrive à concilier les deux? Est-ce que la vie d'entrepreneur, elle peut être liée à la vie de papa? Enfin, parle-nous un peu de ça. En fait, le problème, c'est tout l'équilibre d'un homme ou d'une femme dans sa vie. En général, c'est le curseur. Pour moi, c'est vraiment le curseur. Le curseur, tu le mets où? Parce que le curseur, t'as la partie professionnelle, ok? Est-ce que t'es un bon patron ou un bon collaborateur? Est-ce que t'es un bon copain, pote? Est-ce que t'es un bon papa? Un bon mari, un bon amant, j'en sais rien. Jusqu'où tu mets tes curseurs sur chaque truc. Et après, tu essayes d'essayer d'équilibrer un peu tout. C'est ça le truc. Moi, je passe beaucoup de temps avec mon fils, tu vois. Le soir, hier, je suis rentré tard, mais ce soir, c'est moi qui m'en occupe. Je rentre tôt et ma femme va se promener avec une pote. Enfin, elle va dîner avec. On essaye d'équilibrer le truc. Mais ce qui est le plus dur, c'est le sommeil quand tu es entrepreneur, pour moi. C'est le sommeil parce que tu as des emmerdes toute la journée. Des emmerdes qui sont pas des emmerdes, mais c'est des trucs auxquels tu penses. Putain, moi, je dis, putain, mince, pour la Auschwitz, j'ai oublié d'envoyer la demande pour filmer un drone, machin, je pars la semaine. Tu sais, je me réveille en pleine nuit parfois, je dis, putain, on a oublié les drones. Ah merde, non. Et du coup, tu prends ton portable, tu notes, moi, je me rendors plus. C'est une cata. Et après, boum, t'as ton fils qui se met à pleurer la nuit, comme tous les enfants du monde. Et moi, du coup, moi, je me rendors pas non plus parce que j'ai un sommeil léger. Vu que je suis réveillé, je pense à mes emmerdes, etc. Ça, c'est le plus dur aujourd'hui pour moi. Donc là, maintenant, je fais une fois par semaine, je vais dormir tout seul dans une chambre d'amis pour me faire une nuit de 6 heures. Mais t'as une solution. Et tu sais que ça, peut-être, c'est un peu temporaire aussi. Parce que l'enfant va grandir, les projets vont se développer, tu vas être un peu plus light en termes de prise de décision. Donc ça, tu sais aussi que c'est temporaire. Après, je vais avoir d'autres enfants, j'en veux plein, moi. Peut-être que tu sais que c'est temporaire aussi, et du coup, ça t'aide aussi à te projeter, et t'as trouvé une solution concrète. Est-ce qu'elle marche? Tu me diras ça dans quelques semaines. La chambre tout seul. Oui. En fait, il y a un moment donné, il faut chercher des solutions parce qu'il faut pas oublier la santé. C'est ce que je disais. Moi, j'ai tourné 24 émissions la semaine dernière sur Légende, donc c'est vraiment trop.
Voilà, je dis à tous les gens qui font des émissions, tous ceux qui savent ce que c'est qu'une heure de préparation d'émission. Je tourne 1h30 par personne, j'en tournais 8 à 9 par jour. J'en ai fait 24 en 3 jours et en fonction des journées, je suis monté jusqu'à 9 et tout. Et à un moment donné, c'est trop, quoi. Moi, hier, j'ai pas mangé. Tu vois, par exemple, hier, tu veux un petit truc, on a ce qu'il faut derrière. Non, mais tu vois, mais c'est un vrai quand même marqueur et un vrai signal. Ouais. Hier, la première fois que j'ai mis quelque chose dans ma bouche pour manger, il était 21h45. J'ai pas mangé le matin, j'ai pas mangé le midi. Non, mais c'est un vrai problème. Ne faites pas ça chez vous. Ne faites pas ça chez vous. Excusez, j'ai perdu 3,5 kg en une semaine, c'est fou. Toi, j'ai séché et tout, machin. J'en ai eu un lumbago, je te disais, je me suis bloqué le dos et tout. Parce que vraiment, tu tires sur le corps. Et à un moment donné. Prise de conscience. Faut faire attention. Ouais. Je pense que le signal du lumbago, c'est le corps qui dit on se calme, Coco, là, on va machin. Et voilà. Mais en même temps, tu sais très bien que quand tu veux starter un projet au début, faut envoyer. Il n'y a pas de secret. Tu peux pas être tiède, c'est ce qu'on se disait. Si tu veux vraiment faire un truc. Après, tu peux faire des projets tièdes. Mais si tu veux faire un projet qui marque vraiment les esprits, moi, c'est ce qui m'excite. Faut envoyer fort, quoi. Voilà. Comment tu gères le côté personnalité publique? Parce que là, le média, tu m'as dit que tu aimerais un peu t'en détacher en termes d'incarnation. Parce que c'est plus forcément ce que. Tu aimes toujours faire tes interviews, mais tu voudrais aussi donner la parole à d'autres journalistes ou youtubeurs dans ton média. Comment tu gères le côté vie privée, vie perso et personnalité publique? Parce que dans le cadre d'une boîte et d'un entrepreneur, souvent ce qu'on conseille et ce qu'on voit beaucoup, c'est il faut que l'entrepreneur, le patron, prenne en main, se mette en avant et la com de sa boîte passera par lui. Il incarnera le projet. Et souvent, il y en a qui ont du mal, mais c'est ce qu'on essaie d'encourager à faire et ils le font. Il y en a qui le font très bien. Et toi, c'est un peu l'inverse. Il y a le côté, c'est toi. C'est ta marque c'est toi, t'incarnes ton produit, donc parfois c'est bien parce qu'effectivement quand tu lances un projet, on connaît tes valeurs, donc on a envie de voir, et d'un autre côté, ça te met en danger aussi parce que tu vas être jugé toi et pas ton format, tu vas être jugé toi, on va dire il a fait une interview de telle personne, il est pro, et on va pas juger ta capacité à prendre de la hauteur. Comment tu fais ça pour prendre un peu de recul? Tu sais, en vrai, moi je me suis soigné, je pense que tous les gens qui ont de la notoriété, tous les artistes, ils ont un besoin de reconnaissance. Qui est réel. Moi j'ai eu besoin là, je l'assume, c'est ce que je disais, mais pardon, mais par lumière, je le sais. On a ce besoin d'avoir de l'amour parce que dans notre vie on n'a peut-être pas eu assez à un moment donné, on a besoin qu'on nous dise que c'est bien, qu'on aime ce qu'on fait, machin. Moi aujourd'hui, le fait d'avoir eu un enfant, ça m'a déjà un peu détaché de ça. J'ai vraiment trouvé mon équilibre, entre guillemets, comme ça. Et au-delà de ça, pourquoi je veux distribuer la parole, c'est parce que pour moi, le média, il y a des gars qui vont avoir des super idées que moi, je ne vais pas avoir et qui vont me dire, tiens, mais attends, on pourrait peut-être faire un reportage sur ça. Putain, mais j'ai pas pensé, vas-y. En fait, c'est juste pour faire un média plus riche. Après, regarde, on peut très bien avoir un média. T'as raison, tu dis, ça passe par la com, par le patron. Regarde Combini. Tu connais ni le patron, ni l'incarnation. Pourtant, c'est connu, ça marche. Brut. Et le patron parle quasiment jamais, hein. Le patron, c'est une famille dans le pétrole qui se montre pas trop et ils veulent pas trop dire que c'est eux. Il a fait sa première interview, je crois, sur BFM il y a 2 semaines, 2-3 semaines, je crois. Ah oui. Et première voilà. télé. C'est sans jugement. Et pareil sur Brut, tu vois, Brut, il y en a qui connaissent un peu le patron, les appuis politiques peut-être, j'en sais rien, je connais pas moi. Mais il y a peu de... Brut est un peu plus connu, il est dans le monde des médias, donc il était un peu plus... Ouais. Guillaume Lacroix. Mais il y a moins d'incarnation. Il n'y a pas d'incarnation. Sur Loopsider, t'as pas d'incarnation. Tu vois, où t'as une petite pastille de temps en temps sur Combini où il y a une nana ou un mec et tout, super, mais c'est pas incarné. Et en fait, je pense qu'on peut avoir des médias qui sont incarnés juste par 3-4 visages, 3-4 tu vois, ADN différents, mais qui correspondent tous à l'ADN de légende. Je pense que c'est possible. Et ça va l'enrichir, quoi. Et après, mon côté notoriété, aujourd'hui, c'est important pour moi. Parce qu'aujourd'hui, grâce à ça, on a des gens qui viennent voir nos interviews parce que c'est des gens... Moi, c'est pas une notoriété, tu sais, fan, machin, c'est une notoriété, tiens, je suis ce que tu fais, j'apprécie la qualité de ce que tu fais, donc je viens consommer, c'est plus adulte, etc. Donc c'est plus doux, c'est plus agréable. Le côté recommandation aussi, qui est moins dans la fame et dans le moi-je, mais le côté, si tu me suis, c'est que t'aimes un peu ce que je fais, c'est que tu vas avoir les contenus qu'on va proposer. Exactement. Je te les faites-moi recommande. Confiance. Ouais. Tu vois, c'est plus un label que tu vois, c'est plus un label, tiens, faites-moi confiance, ça va être sur le ton que vous aimez, machin. Alors, parfois, il y a toujours des invités que les gens aiment pas. C'est le principe de recevoir à gauche et à droite, entre guillemets, de Mehdi Zemmour, tu vois, de Patrick Sébastien Pierre Néné. Mais ça, c'est important de choisir son cap soi-même, quoi. Une sorte de je trouve l'exemple du label assez parlant dans le sens où nous, parfois sur J'ai un pote dans la com aussi, beaucoup de gens nous taguent sur des posts ou nous envoient des trucs, nous envoient des messages tous les jours parce qu'il y a ce côté qu'est-ce qu'en pense J'ai un pote dans la com, et nous on est ravis de ça. Et il y a le côté effectivement si vous nous suivez ou que vous avez déjà vu un contenu, a priori c'est qu'il y a une raison et que les prochains vont être bons aussi ou vont être intéressants aussi ou vont respecter notre patte, et du coup le côté label, je trouve il est important, il faut pas le trahir aussi.
c'est important. Je pense que dans les prochains formats, il va falloir faire ce boulot de Ouais, lien bien avec sûr, votre ligne exactement. édito. Et c'est Exactement. un peu plus engageant peut-être que d'autres médias, peut-être un peu plus lisses ou un peu plus light, qui n'ont pas forcément une promesse très forte et du coup performent un peu moins bien, mais prennent moins de risques aussi par rapport à ça, à la promesse avec le lecteur. En fait, notre ligne édito, c'est pareil, c'est full bienveillance. Mais par contre, c'est ce qu'on appelle la brutale honesty. Moi, j'explique ça souvent, mais c'est un vrai courant américain qui est de poser les questions, non pas brutalement, parce que le mot, il n'est pas pareil en français, mais c'est les questions directes, en fait. C'est l'honnêteté directe. C'est voilà, tiens, François Hollande, j'ai reçu, je lui ai demandé s'il est permis scooter, et s'il est permis et tout, mais en fait, on discutait un peu de lui, tu vois, de sa vie et tout. Il était un peu surpris au début, il a vu le public rigoler, il s'est dit, ah, en fait, c'est pas un pic méchant. Ouais. Il s'est dit, tiens, c'est une question, quoi. Et en fait, du coup, il est rentré dans un délire. Il a de l'humour, lui, a priori. Il a beaucoup d'humour. Ouais. Il est très, très drôle en off. Mais à l'image aussi, du coup, maintenant. Mais moi, j'ai été très surpris par François Hollande. Il aurait pu être humoriste. Et je vais enchaîner avec la question French Tech, en fait. J'aimerais bien que tu me racontes un petit peu ton avis, que tu donnes ton avis sur l'univers entrepreneurial français. Est-ce que tu sens une patte française? Donc là, pour le coup, pour les médias, on est quand même historiquement fort en France pour monter des médias. Autour, on a des marques très fortes. Est-ce que tu sens qu'il y a un engouement entrepreneurial? Est-ce que tu sens qu'il y a une manière de faire? Il y a un entrepreneuriat français, made in France particulier versus d'autres pays? Est-ce qu'il y a un état d'esprit français dans l'entrepreneuriat? Ah oui, je pense que oui. Je pense qu'il y a des entrepreneurs incroyables en France. On a pour moi, je suis un gros fan. Je suis un vrai gros patriote, moi. J'adore mon pays, je le trouve incroyable. J'ai la chance de beaucoup voyager, je peux voir des choses qui se passent ailleurs et je peux dire qu'on a un pays avec un savoir-faire monstrueux. Mais que ça soit des armées à la boulangerie. On est les meilleurs sur beaucoup de points. On a un savoir-faire de fou, donc on a des entrepreneurs qui suivent. Après, on a une manière différente de gérer le business que les ricains, tu vois. J'écoute beaucoup de podcasts, moi j'adore, vraiment. J'écoute beaucoup de conférences, je regarde des TEDx, c'est là-bas d'ailleurs où je récupère souvent des invités, où je vois des profils intéressants. Et je regarde beaucoup de TEDx ou de conférences un peu à la TED, aux États-Unis, à l'étranger, etc. Machin. Et c'est vrai qu'on a une manière un peu moins peut-être brutale que les Américains. Les Américains, quand ils y vont, c'est des rouleaux compresseurs, etc. Machin. On a une manière un peu plus fine, nous, d'investir, de gérer les boîtes, etc. dans le management. On est différents, on est français, quoi. On a notre savoir-faire. Et c'est pour ça qu'on est adoré dans le monde entier, d'ailleurs, à l'extérieur. Il faut se le dire à l'intérieur. Tout le monde est fier d'être français quand ils sont à l'étranger. Mais moi, je suis fier d'être français en France. C'est intéressant, ça. Et je trouve qu'effectivement, il y a un savoir-faire, il y a... Tu parles de la boulangerie aux armées, etc. Effectivement, moi, j'avais regardé un docu qui classait un peu les perfs françaises sur différents sujets, sur le classement sportif, sur certaines écoles, sur certains profils d'entrepreneurs. Et au final, on se rend compte qu'on est à chaque fois à minima dans le top 10, souvent dans le top 5 et très très souvent dans le top 3. Et tu es content quand tu montes ta boîte en France, tu te dis ouais, c'est dur, c'est compliqué. Et en même temps, tu te dis bon, je fais quand même partie d'un écosystème qui a des institutions qui encouragent. Là, on est avec la French Tech sur ce format, ça encourage aussi. Donc, je trouve qu'il y a du sens et qu'il y a un côté, effectivement, peut-être un peu moins bourrin dans le business, mais plutôt côté latin de, ok, bonne question, on est plus dans le social, plus dans l'humain, plus dans la réflexion, ce qui n'est pas un mal, ce qui est plutôt un côté, ça prend plus de temps. Mais en même temps, on permet aussi d'être un peu plus indépendant, je pense, du monde anglo-saxon, parce qu'on subit quand même beaucoup de choses, hein, les contenus qu'on consomme, la culture. Si par l'entrepreneuriat, on peut se différencier un peu aussi, c'est un peu intéressant. Je trouve ça plutôt cool. Oui, tu vois, j'ai eu la chance d'aller visiter, là, j'ai fait un documentaire sur une mine d'uranium au Kazakhstan. Et donc, c'est au nord de Kaboul, au nord de l'Afghanistan, il y a une montagne, et juste après la montagne, il y a un champ, un désert, où il y a de l'uranium dedans. Et la France va puiser une partie de son uranium là-bas, via Orano, qui est le nouveau Areva, la partie combustible nucléaire. Il y a aussi des Chinois qui vont chercher, des Russes, des machins, peu me chaud, mais en tout cas, tout le monde va en chercher. Et je suis allé voir dans un documentaire cet endroit improbable qui n'a jamais été filmé. Et la technologie qui a été faite pour extraire l'uranium, qui est d'une pointe absolue sans abîmer le sol, c'est français. Et je me suis dit, putain, mais en fait, les ingénieurs français, c'est des brutes, mais c'est des brutes à un niveau. Moi, je l'ai vu dans les armées quand je fais des docus, tiens, ceux qui ont inventé ça, machin, ça c'est la France, ça c'est la France. Je me suis dit, putain, on a un savoir-faire, tu vois, avec les Naval Group, tous les grands trucs industriels et tous les grands groupes, on a un savoir-faire monstrueux. Donc heureusement qu'il y a des entrepreneurs énormes aussi en France et des plus petits comme moi, comme tout le monde et tout. On fait plein de petites boîtes, mais heureusement aussi qu'il y a toujours cette industrie française. C'est trop important qu'on ait une industrie puissante.
Mais les ingénieurs, c'est bien que t'en parles, parce qu'on a reçu justement une ingénieure dans l'épisode précédent, ou celui juste avant, qui nous racontait justement qui bosse avec French Tech, qui nous racontait son aventure autour de la chirurgie assistée par robot, qui était absolument dingue, et évidemment ingénieure française qui a fait Centrale et qui a un projet totalement dingue. Je t'enverrai si tu veux voir. J'ai besoin de tips pour terminer cet épisode. J'ai besoin de conseils, j'ai besoin d'informer ceux qui nous écoutent et qui nous regardent aujourd'hui, parce qu'on filme désormais nos épisodes autour d'un lancement de médias. Lancer une entreprise, c'est quelque chose, être entrepreneur, c'est quelque chose, mais lancer un média, c'en est une autre. Tout n'est pas sponsorisé, tout n'est pas un produit qui a vocation à être monnayé, monétisé. Quand on lance un média, je pense que tu sais, c'est pas là-dessus qu'on va parier pour devenir millionnaire. Comment on lance un média aujourd'hui? À quoi il faut penser? Est-ce qu'il y a un modèle d'affaires tout de suite qu'il faut imaginer? Est-ce qu'il faut parler tout de suite monétisation ou édito en premier? Comment on lance un média aujourd'hui? Je pourrais donner des conseils quand le mien marchera et sera très rentable dans 1 an et demi, tu vois. Mais pour l'instant, je peux pas en donner parce que je cherche l'ADN, je cherche les détails. Moi, j'affine, je me remets en question tous les 5 jours. J'ai un point avec mes équipes. On se dit, ok, ça va pas, ça marche très fort. Ça, on appuie le truc, putain, ça déchire, machin, clac. Ça, on le multiplie par 5 parce que voilà, tiens, on n'a pas assez de monteurs, on monte par 5 les monteurs. Je peux pas encore donner. Moi, en fait, je suis très mal placé pour donner des conseils. Ça me gêne un peu, tu vois. Mais si jamais quelqu'un veut se lancer dans le business et que j'avais un conseil à lui donner en off, si j'étais dans un dîner chez moi, je dirais juste, c'est tellement difficile. Il faut vraiment que tu trouves un truc que tu aimes faire parce que tu vas en faire des heures et des heures par jour. Et il faut avoir la foi, en fait, pour être entrepreneur. C'est un vrai chemin de croix. Monter une boîte, être rentable, faire des levées de fonds pour ceux qui vont en faire, etc. Machin, c'est un vrai chemin de croix. Donc il faut vraiment trouver un truc qui vous fait kiffer et surtout quelque chose dont les gens ont besoin ou quelque chose qui manque dans la consommation actuelle. C'est ça le truc. Qu'est-ce qui te fait kiffer, toi? Tu me parlais de l'humain, de l'interview. Est-ce qu'il y a un truc que tu pourrais pas enlever dans tes journées? Là, c'est le lancement, donc j'imagine qu'elles sont un peu longues. Qu'est-ce qui te fait kiffer dans ton taf aujourd'hui? Faire des interviews, les préparer, c'est fou. C'est-à-dire que moi, je me retrouve à visiter des endroits. Je me retrouve à... Tu vois, là, je te disais, j'étais à Auschwitz. Je rencontre une dame déportée qui m'explique. Enfin, c'est absolument incroyable. Je visite au Kazakhstan. Je suis parti 4 jours, 5 jours, 6 jours même, d'ailleurs. Il y avait tellement 26 heures de trajet pour arriver là-bas et tout. Et du coup, c'est passionnant. C'est ça qui m'excite. Moi, c'est voir des choses et essayer de les montrer, d'être un haut-parleur, en fait. Moi, je suis un haut-parleur ou une loupe. J'essaie de dire, tiens, regardez comment c'est ici. Bam, je suis la loupe, en fait, qui va permettre de montrer. Mais sans jugement, tu vois. Je déteste le militantisme. Donc, dans mes émissions, il n'y a jamais du militantisme déguisé. Il y a voilà comment c'est. Vous êtes assez intelligent pour avoir votre opinion, pour vous faire votre opinion. Mais en tout cas, moi, je vous montre comment c'est de manière très, très réelle, quoi. Voilà. J'aime bien la métaphore de la loupe qui est assez parlante. Hein. C'est voilà ce qui se passe. Vous aimez pas, mais nous, on trouve ça intéressant. Il faut que vous sachiez que ça existe. Voilà, on met l'accent dessus. Pour terminer cet épisode, Guillaume, que j'ai pris beaucoup de plaisir à enregistrer avec toi, il faudrait que tu nous donnes ta définition du charbonneur. C'est le nom de notre format. Il faut que tu nous dises ce que ça veut dire pour toi aller au charbon. Aller au charbon, c'est complètement ma vie en soi. Tu vois mes cernes. Aller au charbon, c'est ça en fait. C'est choisir sa direction et taffer. En fait, sans se poser de questions. Parce qu'il y a toujours des moments de doute. Dans une vie d'entrepreneur, il y a toujours des moments où tu dis waouh, est-ce que c'est la bonne direction? Oui. C'est la bonne direction. C'est celle que j'ai décidé avant, c'est que c'est la bonne direction. Mais c'est normal d'avoir des doutes. J'ai eu des doutes sur énergie, j'ai des doutes au QG, j'ai des doutes sur légende. Même si c'est des petits doutes, tu as des moments où tu dis attends, est-ce que le format, machin, hein, est-ce que j'ai raison de faire ça? Est-ce que c'est pas un nid en merde et tout? Et en fait, en vrai, non. C'est-à-dire que c'est le milieu de l'entrepreneuriat, c'est un métier enfin, c'est un métier, c'est pas un métier, c'est une façon d'être, c'est une vie qui est en dents de scie. C'est-à-dire qu'un jour, tu rentres chez toi, t'es galvanisé, t'es là, tu fais yes, putain, tu viens de signer un truc, t'as un nouveau client, t'en as un. Le lendemain, tu rentres, t'avais fait une presse de Maboule, finalement, le client refuse, t'étais sûr que t'allais l'avoir, t'avais déjà embauché un peu pour prendre de l'avance, finalement, tu te prends un... C'est ça la vie d'entrepreneur, c'est ça la vie de charbonneur pour moi. C'est choisir sa direction et pas la bouger et la tête dans le guidon, avancer, quoi. Hyper clair, cool, merci Guillaume. Merci à toi, écoute, c'était un plaisir d'enregistrer avec toi, là, j'ai découvert une nouvelle équipe et tout, vous avez une belle team et tout, c'était vraiment agréable. Je suis ravi de t'avoir eu aujourd'hui, pour l'aventure média ça nous parle, donc ce que tu crées aujourd'hui, nous ça nous parle en tant qu'entrepreneur dans l'univers des médias, merci à toi. Merci à tous de nous avoir écoutés, merci à tous de nous avoir regardés, cette saison 4 de Charbon est en collaboration avec French Tech Grand Paris et French Tech Est, merci à eux, merci à tous de nous avoir écoutés, merci à toi Guillaume et on se dit à très bientôt. Merci à tous.